Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Secrets de tournage. Stranger Things, cette série qui a secoué les passions ces dernières années et dont nous avons largement entendu parler ces derniers mois avec la sortie de la saison 4, vraisemblablement très attendue. Je me suis personnellement fait happer par la folie actuelle et j'ai fini par regarder l'ensemble des 4 saisons d'une traite ces quelques dernières semaines. Mais nous ne sommes pas là pour connaître mon avis à moi. Si vous souhaitez le connaître, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où vous y trouverez la story à la une intitulée Films et séries et où je vous partage quotidiennement, régulièrement mon opinion sur ce que je regarde. Trêve de bavardage, ce qu'on veut nous, ce sont les secrets de tournage de cette série cultissime. Let's go! 24 sur 2, troisième. Ce n'est plus un secret pour personne, la série est un concentré d'un tas d'influences. Et pourtant, elle n'était pas la première idée des frères Duffer, Ross et Matt, créateurs de la série. Pour suivre son parcours, il faut revenir quelques années en arrière. Les frères Duffer ont faim de cinéma horrifique et de thrillers psychologiques. Ils enchaînent les petits courts-métrages d'essai avant que leur scénario Hidden soit acheté par la Warner Bros. C'est l'histoire d'une famille, Ray, Claire et Zoé, qui s'est réfugiée pendant 301 jours dans un abri nucléaire afin de survivre à une épidémie dangereuse. Après discussion, Warner Bros accepte qu'ils réalisent le film, leur premier long métrage. Dans la continuité de leur parcours, les Duffer entendent que Warner Bros a pour intention d'adapter à l'écran l'histoire du célèbre clown qui ne voulait pas de bien aux enfants. Ça, les Duffer supplient, mais Warner Bros ne veut rien entendre. Si elle a accepté qu'ils réalisent leur petit film horrifique indépendant, il ne s'agit pas du tout de la même histoire. Le budget est bien plus important et ils n'ont clairement pas l'expérience requise pour gérer ce genre de projet. Parallèlement, les Duffer imaginent dans un coin de leur tête le début d'une série dont l'histoire s'inspirait du projet Montauk. Le projet Montauk, dans les grandes lignes, est une théorie du complot selon laquelle des expériences paranormales, que ce soit le voyage dans le temps ou la téléportation par exemple, expériences gérées par le gouvernement américain, auraient eu lieu sur une base militaire. L'histoire est recueillie dans le livre de Preston Nichols, homme prétendant avoir des souvenirs refoulés de son implication dans le projet et qui décidera donc de les recenser dans un livre. Retour sur Hidden, le premier film des Duffer, qui fera une recette de 300 000 $. Si le succès n'est clairement pas celui de ça, il n'empêche que les deux réalisateurs réussissent à attirer l'attention de M. Night Shyamalan. Et pour cause, leur film étant en partie influencé par le travail de ce dernier. Shyamalan leur propose alors de venir travailler en tant que scénariste sur un projet de série qu'il produit, Wayward Pines. Bien sûr, les réalisateurs restent novices, ils seront donc chaperonnés par Shyamalan lui-même pour les guider dans l'écriture de quelques épisodes de la saison 1. Leur idée du projet Montauk en tête, les frères Duffer commencent tout doucement à forger leur concept. Et si Steven Spielberg réalisait sur grand écran l'adaptation d'un livre de Stephen King? C'est parti, ils écrivent le pitch et une ébauche de scénario, un mélange entre l'univers de Stephen King et Steven Spielberg, vous l'aurez compris, de John Carpenter, du gaming, de personnages de série et de tellement de choses différentes qu'il faudrait pratiquement un épisode entier pour parler de toutes les influences qu'il y a. Leur scénario en poche, les frères foncent, non pas vers le succès, mais plutôt vers un mur. C'est près d'une vingtaine de refus qu'ils essuieront bien malgré eux. L'avis des productions est unanime. Votre idée est cool, les mecs. Mais soyons réalistes 2 minutes. Une bande de jeunes qui vivent des trucs pareils? What? Il y a un problème de public. C'est clairement trop glauque pour être une série pour enfants et il n'y a aucun adulte qui voudra regarder une série qui est centrée sur un groupe d'enfants. Sorry, mais faites un choix sur le public. C'est les enfants ou ce sont les adultes? Les productions leur proposent même de centrer leur histoire sur le personnage de Hopper plutôt que sur celui des enfants. Ainsi, il y aurait selon eux plus de chances que la série fonctionne. Mais les frères ne perdent pas espoir et finissent par titiller l'intérêt de Sean Levy, réalisateur d'un bon nombre de comédies américaines. Le coprésident de la société de production que Levy a fondée lui présente le projet. C'est écrit par des frères jumeaux. Personne ne les connaît. Mais c'est franchement un des meilleurs pilotes que j'ai pu lire.
Et ça marche. Si le style n'est pas le même, Levy est complètement séduit et propose le projet à Netflix. Mais le pari est risqué. Si aujourd'hui Netflix est un des leaders en production, à l'époque où Levy entreprend sa démarche auprès d'eux, nous n'étions qu'au début du boom streaming et Netflix n'était pas du tout réputé comme il peut l'être aujourd'hui. C'est donc un pari mutuel, autant pour Levy que pour Netflix. Et pour convaincre la plateforme, les frères Duffer et Sean Levy mettent toutes les chances de leur côté. Pour permettre à Netflix de s'immerger dans l'ambiance et de comprendre leur projet, ils créent un teaser d'une vingtaine à une trentaine de morceaux de films d'horreur des années 80 mis bout à bout pour en faire une espèce d'histoire qui tient la route. À cela, ils ajoutent une fausse couverture de livre de poche nettement inspirée du livre Firestarter de Stephen King qu'ils ont utilisé en arrière-plan et à laquelle ils ont rajouté une moto qui tombe, ainsi que leur titre Stranger Things. Il n'en faut pas plus à Netflix pour totalement adhérer au concept et même proposer aux frères de réaliser la série. Un faux titre de livre dont le graphisme que l'on retrouvera plus tard dans la série est largement inspiré des œuvres de Stephen King, que ce soit son livre Needful Things, Cujo ou encore Christine, ou la coupe de cheveux de Joyce qui est inspirée de celle de Mary Streep dans le film Silkwood, le Losers Club du film Ça, source d'inspiration quant à lui pour nos protagonistes enfants principaux composés au départ d'une fille parmi les garçons. En parlant de filles, penchons-nous sur Eleven qui a elle aussi trouvé son inspiration dans le personnage d'Ellie du jeu vidéo de Last of Us. Eleven et Ellie sont le même genre de petite fille et pour pousser la ressemblance encore plus loin, Eleven rappelle sa fille perdue à Hopper comme Ellie rappelle sa fille perdue à Joel. Le saignement de nez d'Eleven trouve lui aussi son inspiration en le personnage d'Angie Maggie, devinez qui, un personnage du livre Firestarter de Stephen King, puisque l'homme possède le pouvoir télékinétique de faire ce qu'il veut à qui il veut par sa simple pensée. Ça nous rappelle quelqu'un ça aussi. Et qu'il a tendance à saigner un peu du nez quand il force trop. D'ailleurs, en parlant de ça, sachez que le sang qui coule du nez d'Eleven n'est pas uniquement numérique. Il ne l'est d'ailleurs que très peu souvent. La production priorise le réel en utilisant du faux sang que l'actrice met dans son nez juste avant de tourner. Physiquement, le personnage d'Eleven dans la saison 1 fait clairement référence à E.T. Mais ce n'est pas la seule à avoir emprunté le style vestimentaire de quelqu'un d'autre, puisque le personnage de Nancy Wheeler est largement influencé, lui, par Heather Langenkamp dans le film A Nightmare on Elm Street de 1984, autrement connu sous le nom en français Les Griffes de la Nuit. Et pour aller plus loin encore dans le concept, le personnage d'Heather dans le film s'appelle Nancy Thompson. Coïncidence ? Il n'y a aucune coïncidence dans cette série, aucune. Ou peut-être que si, c'est en tout cas ce qu'affirment les frères Duffer après que Charlie Kessler les ait accusés de plagiat en 2018. En effet, l'homme accusait les frères de lui avoir volé l'idée d'un court-métrage qu'il leur aurait présenté à l'époque et pour lequel il leur avait pitché l'adaptation en long-métrage, il leur aurait expliqué son univers, ses idées, son scénario, bref, tout. Une affirmation que les frères ont largement niée en expliquant n'avoir jamais vu le court-métrage de Kessler. Pas plus qu'ils n'ont entendu parler de cette histoire, pas plus qu'ils n'ont discuté avec lui de son projet de film. L'histoire ira tout de même jusqu'au procès, mais Kessler finira par abandonner ses poursuites judiciaires quand les frères apporteront à leur dossier la preuve qu'ils avaient déjà en tête l'idée et les infos pour leur série au début des années 2010. Une idée à laquelle ils avaient effectivement largement réfléchi, puisque si nous ne voyons que ce qu'ils nous ont montré de l'Upside Down, le monde parallèle, je suis désolée, comme je regarde la série en version originale, je n'ai pas pensé une seule seconde que l'Upside Down portait un autre nom en français, qui est donc le monde à l'envers. Voilà, je me permettais cette petite précision pour que vous puissiez vous situer dans mon explication, même si je me doute qu'une partie d'entre vous n'avait probablement pas besoin de mon explication pour comprendre de quoi je parlais. Les Duffer ont largement documenté cette création. En effet, il existe un dossier complet d'une trentaine de pages qui documente précisément ce qu'est l'Upside Down, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il s'y passe, etc. Ou devrais-je dire, un dossier complet qui documente précisément ce qu'est Nether, qui était en fait le nom d'origine qui avait été donné au monde parallèle, mais qui est un nom que les créateurs ont abandonné lorsqu'ils se sont rendus compte que sur le plateau, tout le monde l'appelait l'Upside Down. C'est également ce qui est arrivé au
au monstre de la saison 2, The Mind Slayer en anglais, qui s'appelait à l'origine The Mind Flayer. Pareil ici, à force d'entendre les gens l'appeler comme ça sur le plateau, et bien les créateurs ont fini par abandonner et lui ont donné ce nom-là. En parlant de monstres, sachez que la série n'a pas fait appel qu'aux effets numériques. Et non, Demogorgon est un animatronique doté de 27 moteurs cachés dans un tout petit sac à dos qu'il porte sur son dos et qui lui permet d'ouvrir sa bouche manuellement. C'est Mark Steger qui prend possession des Demogorgon pour lui donner vie. Et si vous remarquez bien, on voit toujours un petit peu sa tête quand il ouvre la gueule, mais ça c'est la partie qui est retirée par après via des VFX en post-production. Et de fait, si vous faites très bien attention, vous constaterez que le Demogorgon n'ouvre jamais sa bouche de la même façon. Un monstre tellement bien créé qu'il faisait peur aux petits enfants sur le plateau et qu'un membre de l'équipe technique n'a trouvé pour seule idée que de leur expliquer que le monstre venait de Monstropolis, la ville des monstres dans Monstres et compagnie. Vecna, quant à lui, n'a pas nécessité que des effets spéciaux, puisque c'est un être humain à part entière, du nom de Jamie Campbell-Bower, qui l'a interprété. Et pour obtenir le résultat, l'acteur passera quotidiennement entre 5h et 9h par jour entre les mains des maquilleurs. Quand on a une série pareille, le casting est primordial, et d'autant plus quand les protagonistes principaux sont des enfants. Les frères Duffer en étaient bien conscients et savaient qu'ils ne devaient pas se rater là-dessus. Le premier à être choisi dans le casting fut Gaten Matarazzo, Dustin dans la série. Le jeune acteur qui souffre réellement d'une maladie qui affecte la poussée des os, et dans son cas de ses dents, a réussi à convaincre l'équipe dès sa première audition filmée. L'équipe a trouvé le jeune garçon tellement délirant que c'était tout bon pour eux. Ont très vite suivi Caleb McLaughlin, Lucas et Sadie Singh, Max, acteurs que Gaten connaissait puisqu'ils avaient déjà tous travaillé à Broadway. Gaten dans Les Misérables, Sadie dans Annie et Caleb dans Le Roi Lion. Millie Bobby Brown s'est quant à elle fait repérer en premier lieu par Stephen King lui-même avant d'attirer l'œil des créateurs. Compte tenu de son importance dans la série, son audition s'est passée en plusieurs étapes. D'abord une audition filmée seule qu'elle a envoyée aux créateurs, ensuite une seconde audition, ensuite un appel Skype avec les frères Duffer, un trajet jusqu'à Los Angeles pour aller rencontrer Finn Wolfhard, Mike dans la série, afin de voir si ça matchait entre eux, et avant de lui donner le job, lui parler du fait qu'elle allait devoir raser sa tête. Et pour l'aider dans sa décision, les créateurs lui ont montré quelques photos de Charlize Theron cheveux rasés. Et hop, le tour était joué. En même temps, Charlize Theron. Phil Wolfhard, quant à lui, a bien failli ne pas pouvoir interpréter le rôle de Mike, puisqu'il était déjà pris sur le tournage de ça. Heureusement pour lui, le développement de la série a pris bien plus de temps que prévu, et lui a ainsi permis de terminer de son côté le travail sur ça avant d'entamer le suivant. 906, c'est le nombre de petits garçons qui ont passé les castings pour la série. Et 307, c'est le nombre de petites filles qui se sont présentées pour être Eleven. Durant le casting, les enfants ont lu un bout du scénario de Stand By Me, un titre d'un autre livre de Stephen King adapté au cinéma. Eh bien oui, les castings ayant commencé tellement vite dans la préparation que les créateurs n'avaient même pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit. Avant de se lancer dans le tournage, les enfants ont eu comme recommandation de regarder les classiques tels que les Goonies pour comprendre l'atmosphère de la série. C'est le moment de faire une petite pause dans les anecdotes pour vous rappeler de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu jusqu'ici. De toute façon, j'ai envie de vous dire que s'il vous a plu jusqu'ici, il y a quand même peu de chances qu'elle vous déçoive à la fin. Et puis vous rappeler d'activer la petite cloche pour que vous soyez prévenus quand je sors une vidéo, parce que oui, ça vous arrive encore de louper l'info. Qu'est-ce que je disais moi déjà ? Ah oui, il faut toujours écouter son professeur. En tout cas, c'est ce que l'équipe s'est vraisemblablement dit, puisqu'ils ont appliqué à la lettre les directives données par Scott Clark pour faire flotter Eleven dans l'eau. L'actrice a donc passé un bon moment à flotter dans 1200 litres d'eau contenant, tenez-vous bien, 544 kilos de sel. Peut-être un poil trop de temps, puisqu'elle a fini par avoir des vertiges dus à tout le sel qu'il y avait dans l'eau. L'émotion d'Eleven lorsqu'elle lit la lettre laissée par Hopper est totalement réelle, l'actrice ayant intentionnellement décidé de la lire pour la première fois lors du tournage. La saison 4 de Stranger Things a nécessité 9 scénarios, 800 pages au total, 2 ans de tournage et des milliers d'effets spéciaux. Non mais en même temps, quand on fait des épisodes qui durent 2 heures...
Joseph Quinn, jouant Eddie dans la série, jouait littéralement la chanson de Master of Puppets de Metallica sur le toit de la maison dans la saison 4. Est-ce qu'il savait jouer de la guitare avant ça? Non. Mais quand les frères Duffer lui ont demandé s'il pouvait jouer la chanson, l'acteur, ne sachant pas s'il rigolait ou pas, eh bien est allé acheter une guitare et s'est mis au travail. C'est l'acteur David Harbour qui a demandé à pouvoir porter un chapeau en hommage à Indiana Jones. Et c'est Gaten Matarazzo qui a donné l'idée du Dustin Purr, l'espèce de bruit qu'il fait régulièrement en hommage à Chewbacca. Des anecdotes, il y en a encore beaucoup, mais je vais peut-être m'arrêter là parce que il y en a vraiment beaucoup. Bon, allez, ok, d'accord. Une dernière pour la route. Le numéro de téléphone d'Argyle, qu'on peut voir sur sa camionnette de livraison, est un véritable numéro de téléphone. Et si vous l'appelez, vous entendrez ceci. Surf Shop, Surfer Boy Pizza, this is Argyle speaking. We make everything fresh here at Surfer Boy except for our pineapple, which comes from a can. Oh, can you hold, dude? Muchachos, I just got another order before this dude on hold called. It's super specific, like weird specific. You ready? Okay, so first, it's gonna be a 6-inch crust, and it's gotta be super yellow. I don't know, don't ask me, man. That's what they said, okay? Now then, we gotta get the red sauce, okay? Just up to the edge on the crust, so don't go over. Au même titre que si vous appelez ce numéro-là, c'est Murray que vous entendrez. You have reached the residence of Murray Bauman. Mom, if this is you, please hang up and call me between the hours of 5 and 6 p.m. as previously discussed, okay? J'hésitais entre celle-là ou une un peu plus sale sur la mère de Noah Schnapp, celui qui joue Will dans la série, mais c'était quand même un peu trop sale. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, écrivez-moi Chewbacca en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez très bien soin de vous et de vos proches. D'ici là, allez couper.